Bénin, le parti FCBE a remis en cause les accusations de la police concernant 2 individus mercenaires arrêtés lors de la descente au marché d'Antokpa de Cotonou des 2 anciens présidents, Nicéphore Soglo et Boni Ayi. Au Rwanda, des secours ont retiré 15 corps de victimes du naufrage d'une pirogue sur le lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, survenu dans la nuit de lundi à mardi dernier. Et puis en Libye, les combats ont redoublé d'intensité aux portes de Tripoli après l'annonce par les forces loyales au gouvernement d'union nationale d'une phase d'attaque contre les troupes du maréchal Khalifa Haftar. Voilà pour les titres, nous sommes le dimanche 21 avril de l'an 2019. Bienvenue à tous. Au Bénin, l'arrestation de présumés mercenaires lors de la descente inopinée au marché d'Antokpa de Cotonou des 2 anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Ayi a motivé la sortie médiatique du bureau politique du FCBE. À la faveur d'une conférence de presse, le porte-parole des Forces Cori pour un Bénin émergent a remis en cause les accusations des éléments de la police au sujet des 2 individus mercenaires arrêtés. On écoute. La police républicaine a affirmé avoir été accueillie par des jets de pierre et présenté 2 individus qui seraient des mercenaires. Mesdames et messieurs, à la suite du retrait par Patrice Talon des agents de l'État affectés à la sécurité de l'ancien président de la République et pour préserver des menaces qui pèsent sur sa personne et sur sa famille, le docteur Boni Ayi a dû recourir à une équipe de sécurité privée comme en ont l'habitude des personnalités du secteur public ou privé. Ces braves hommes s'occupent de la protection de l'ancien chef de l'État dans ses déplacements et à domicile de jour comme de nuit. Ils n'avaient en leur possession aucun objet et aucune arme pouvant leur servir de défense ou à semer le trouble. Alors que les forces de l'ordre tiraient sur la foule à balles blanches et lançaient des gaz lacrymogènes, l'équipe de sécurité du docteur Boni Ayi, à main nue, protégeait les 3 personnalités jusqu'à leurs véhicules respectifs. C'est en retournant dans leur propre voiture que 2 d'entre eux ont été molestés puis enlevés par la police républicaine. Ce sont ces 2 éléments que la police présente comme des mercenaires recrutés pour semer des troubles dans le pays. Ces 2 victimes de la barbarie sont des Béninois. Ils vivent au Bénin, leurs familles aussi. Au Nigeria, l'ancien président de la Cour suprême a fait appel de sa condamnation à 10 ans de suspension de toute fonction publique pour corruption. Walter Onogen, qui était le plus haut magistrat du pays, a été condamné jeudi dernier dans un procès dénoncé par l'opposition comme politique. Les détails. Walter Onogen a été condamné jeudi à 10 ans de suspension de toute fonction publique pour corruption par le tribunal du Code de conduite qui statue sur les affaires impliquant des agents du service public. Mais ses avocats ont annoncé ce vendredi que l'ancien président de la Cour suprême du Nigeria a fait appel de sa condamnation. Dans son appel déposé peu après le jugement, Walter Onogen a soulevé 16 raisons pour lesquelles il conteste la décision et demande à la Cour d'appel de ne pas en tenir compte et de l'acquitter. L'ancien président de la Cour suprême avait plaidé non coupable des 6 chefs d'accusation pesant contre lui, notamment pour des affaires de fraude et de corruption. Dans ce procès dénoncé par l'opposition comme politique, le tribunal a également ordonné que l'argent découvert sur ses comptes bancaires en devises étrangères et qui n'avait pas été déclaré, contrairement à ce qu'exige la réglementation, soit confisqué par le gouvernement.
Le juge avait été suspendu de ses fonctions environ un mois avant les élections présidentielles et législatives du 23 février dernier par le président Mohamedou Bouhari en personne, contrairement au principe de séparation des pouvoirs. La décision avait provoqué la colère de l'opposition et de nombreux magistrats. En bref, au Rwanda, des secours ont retiré 15 corps de victimes du naufrage d'une pirogue sur le lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, survenu dans la nuit de lundi à mardi dernier. Les corps ont été retrouvés samedi sur les rives du lac, côté rwandais, à Kizengi, localité frontalière de la ville congolaise de Goma. Il faut dire que les 15 corps ont été rapatriés à Goma, où ils ont été enterrés dans un cimetière de la ville. 14 corps ont été également repêchés du côté congolais, selon un responsable local du site Kivu. Le bilan exact du naufrage reste cependant incertain, car la liste officielle des passagers n'est pas fiable et aux mains des passagers clandestins. Restons en République démocratique du Congo, où les États-Unis ont sanctionné 5 responsables d'institutions, dont le président de la CENI, Corneille Nangaa, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, et le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba Bindu. Ces personnalités sont frappées par des restrictions de visa des États-Unis, des sanctions qui continuent d'alimenter des mécontentements à Kinshasa. Voici quelques réactions au micro de Narcisse Oum. Vous devez savoir que ça nous étonne. Ça nous étonne dans le sens que même un pays souverain, avant de sanctionner, il serait souhaitable d'abord d'approcher. Parce que nous avons ce qu'on appelle la présomption d'innocence et ce n'est pas de vos bureaux là où vous êtes, du coup vous sanctionnez et vous nous envoyez comme si nous étions encore sous tutelle et dire que nous sommes un pays souverain, même le nom le dit, République démocratique du Congo. On sanctionne le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour, c'est la plus haute autorité judiciaire du pays. Lorsque vous la sanctionnez, donc vous jetez les doutes sur toute la justice d'un pays. Et pourtant, c'est là le socle sur lequel reposent les institutions. Vous sanctionnez le premier des élus, c'est-à-dire le président du Parlement. Vous êtes en train de dire au monde entier que ces gens-là qui parlent au nom du peuple congolais ne sont pas des gens dignes. Ça signifie que vous jetez le discrédit sur un peuple. Aucun Africain ne peut accepter une chose comme celle-là. Les sanctions américaines et européenne, pour nous, c'est l'assassin qui revient sur le lieu du crime. Vous savez, après ce que les périodes coloniales ont été en Afrique, on assiste maintenant à un retour en force des puissances occidentales, européennes, américaines, qui veulent reprendre possession des terres qu'elles sont censées avoir abandonnées à l'accession de nos pays à l'indépendance, aux indépendances, et c'est tout. En Libye, les combats ont redoublé d'intensité samedi aux portes de Tripoli après l'annonce par les forces loyales au gouvernement d'union nationale d'une phase d'attaque contre les troupes du maréchal Khalifa Haftar. De très violents combats ont été signalés sur plusieurs fronts. Après avoir contenu la progression des forces pro-Haftar, les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont lancé une phase d'attaque, une contre-attaque qui intervient au lendemain de l'annonce par la Maison-Blanche d'un entretien téléphonique lundi entre le président Donald Trump et Khalifa Haftar sur une vision commune pour la transition de la Libye vers un système politique, démocratique et stable. Et pendant ce temps, des gilets jaunes se sont regroupés sur la place des martyrs de Tripoli en Libye. Quelques milliers de personnes, parfois vêtues du célèbre vêtement fluorescent, ont manifesté pour dénoncer l'offensive militaire du maréchal Khalifa Haftar et accuser la France de le soutenir. Les images. Sur l'emblématique esplanade de la capitale libyenne, des points jaunes constellent la masse verte, rouge, noire des drapeaux libyens de toute taille brandis par les manifestants. Comme mardi, les partisans des forces loyales au gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, reconnus par la communauté internationale, se sont rassemblés pour crier leur opposition au maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye. Ce dernier a lancé le 4 avril une offensive sur Tripoli. Son autoproclamée armée nationale libyenne affronte depuis les forces du JNA aux portes de la ville.
Les Gilets jaunes entrent dans la danse pour dénoncer l'offensive d'Haftar et la France. Aujourd'hui, sur la place des Martyrs, nous soutenons les héros de nos forces armées participant aux opérations militaires contre l'invasion des gangs dirigés par le terroriste Khalifa Haftar. Nous disons non à la loi militaire et non à une loi individuelle, mais oui à un État civil. Place des Martyrs, nous rejetons le crime commis par le criminel de guerre Haftar contre la militarisation de l'État et contre le ciblage de civils à l'aide de bombes et de missiles aveugles. Nous appelons à un État civil si Dieu le veut. En effet, le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale libyen, reconnu par la communauté internationale, a accusé le 18 avril la France de soutenir le maréchal Khalifa Haftar, dont les forces ont lancé un assaut contre la capitale Tripoli. Immédiatement, la France a refuté les accusations complètement infondées du ministère libyen de l'Intérieur. La France soutient le gouvernement légitime du Premier ministre Fayez al-Sarraj et la médiation de l'ONU pour une solution politique inclusive en Libye, a souligné la présidence française. Sur le terrain, les combats se poursuivent, mais pour le moment, les forces fidèles du gouvernement d'Union nationale sont parvenues à contenir l'offensive avec l'aide des milices de l'Ouest. Dans sa politique préventive, l'Agence nationale togolaise de la protection civile affûte les armes de ses acteurs pour l'évaluation rapide post-catastrophe. Dans ce cadre, la CEDEAO a soutenu 2 jours de formation des agents de la protection civile à Lomé. On fait le point avec Ferdinand Gadé. Ils surprennent souvent les catastrophes afin de disposer des ressources humaines qualifiées pour l'évaluation rapide post-catastrophe. L'Agence nationale de la protection civile a initié une formation à l'intention des acteurs nationaux togolais. C'est une formation qui concerne les acteurs nationaux sur les évaluations rapides après la catastrophe. Alors, ce que nous appelons évaluation rapide après la catastrophe. Comme vous le savez, lorsqu'il y a une catastrophe, il faut rapidement faire les évaluations pour pouvoir aller au secours des probables victimes. Les catastrophes surviennent quand les éléments sont en contradiction avec la nature. Nous sommes aussi au début de la saison pluvieuse et déjà la météo annonce de fortes pluviométries. Donc, cette forte pluviométrie peut entraîner des inondations au Togo. Et c'est la catastrophe principale que le Togo connaît le plus souvent. Donc, mais ce n'est pas à cause de ça, mais c'est dans le cadre de se préparer à faire face à toute catastrophe, que ce soit l'inondation ou les épidémies ou autres catastrophes. 3 préoccupations ont été visées dans la préparation des communications devant enrichir cette formation. Comment on fait l'évaluation, il y a combien de types d'évaluation et pour aboutir à la fin sur une fiche d'évaluation commune que les acteurs nationaux doivent utiliser lors de probables catastrophes que nous pouvons connaître ou que notre pays peut connaître dans les jours et les années à venir. Pour faciliter l'évaluation rapide post-catastrophe, les populations doivent fournir des informations fiables aux agents enquêteurs. Hors du continent africain, la ville d'Athènes en Grèce a installé sa première statue d'Alexandre le Grand. C'est dans le cadre d'un projet datant des années 90, mais qui se débattait depuis dans les méandres de la politique et surtout de la bureaucratie. La statue a été placée sur une avenue du centre de la ville. Reportage. Haut de 3,5 mètres et entièrement taillée dans du bronze, la statue d'Alexandre le Grand trône sur une avenue au centre d'Athènes face à une statue de Lord Byron. Il s'agit d'un chef-d'œuvre terminé en 1972 et acquise par l'État grec en 1992, à un moment où les sentiments nationalistes étaient particulièrement exacerbés face à la revendication du nom de Macédoine par l'ex-République yougoslave nouvellement indépendante. C'est un grand jour aujourd'hui.
nous mettons en valeur le patrimoine culturel de notre ville, tout en respectant une obligation que la municipalité s'est engagée à respecter depuis de nombreuses années. Né au IVe siècle avant Jésus-Christ dans la région de Macédoine, Alexandre le Grand est un roi guerrier dont les conquêtes allaient de l'Afrique à l'Inde. Un roi dont l'héritage a été disputé pendant des années entre la Grèce et l'ex-république yougoslave de Macédoine. Les deux gouvernements sont finalement arrivés à un accord en février dernier, l'ex-république yougoslave prenant le nom de Macédoine du Nord, tandis que le seul nom de Macédoine désigne la région grecque. En ce mois d'avril, la Macédoine du Nord a changé le nom d'un aéroport et d'une autoroute, tous deux nommés Alexandre le Grand, comme son plus grand stade de football, anciennement appelé Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.